Pour beaucoup d'entre vous qui suivez déjà des affaires criminelles réelles, il n'est pas surprenant de voir des familles désespérées dans les commissariats signaler une disparition, surtout celle d'adolescents. Et les autorités, bien souvent, ne prêtent pas l'attention nécessaire. Certains demandent d'attendre 24 heures, 48 voire 72 heures avant de pouvoir officialiser la déclaration en présentant toutes sortes d'excuses pour ne pas faire ce qu'ils devraient être. Des arguments comme « il est parti de lui-même, les adolescents sont ainsi, il a dû sortir avec son petit ami ou sa petite amie, il est allé à une fête sans permission, mais il reviendra bientôt ». Ils sont fréquemment utilisés. Cependant, il y a une vie en danger là-bas. Et c'est ce laps de temps qui, bien souvent, a pu rendre les victimes plus vulnérables, entraînant des cas où personne n'a jamais été capable de les retrouver. Dès qu'un événement sort de la routine d'une personne, la police doit rédiger un rapport. C'est leur rôle, et non de faire des suppositions sur la vie de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas même pas. L'affaire d'aujourd'hui va parler d'une disparition qui, bien qu'elle se soit produite dans les années 80, a connu un rebondissement surprenant maintenant, en 2025, lorsque les ossements de cette victime ont enfin été retrouvés. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'affaire de Diego Fernandez. En 1984, Diego Fernandez Lima, 16 ans, vivait à Buenos Aires, Argentine. Il avait 2 frères et sœurs plus jeunes, Javier et Marcela, et vivait avec ses parents, Juan Benigno Fernandez, qui travaillait dans la revente de pièces automobiles, et Irma Lima, femme au foyer. Décrit comme un jeune homme responsable, Diego informait toujours sa famille de l'endroit où il allait, même pour des activités quotidiennes, comme aller à la boulangerie par exemple. C'était un très bon joueur de football et il a joué dans des équipes professionnelles locales, comme le Club Atlético Excursionista Mirim. De plus, il aimait beaucoup la technologie et il a été l'un des premiers de sa classe à avoir une montre avec calculatrice intégrée, ce qui était une grande nouveauté à l'époque. Diego appréciait aussi le motocyclisme et possédait une moto dont il était fasciné. Il la conduisait presque chaque jour, consultait des magazines spécialisés et cherchait à mieux connaître les équipements et la mécanique. C'est ainsi qu'il s'est rapproché de Noberto, un camarade de l'école qui était dans une classe supérieure à la sienne. Diego était en 2e année et Noberto en 3e. De son côté, il avait de grandes connaissances sur les motos, y compris pour de petites réparations et la mécanique, mais il ne possédait pas sa propre moto comme Diego. Ainsi, même s'ils n'étaient pas vraiment amis, ils sont devenus camarades et se sont rapprochés. Tout semblait normal et tranquille, jusqu'à ce que, le jeudi 26 juillet 1984, tout changea. Ce jour-là, Diego a déjeuné avec sa mère à la maison et est parti juste après avoir terminé son repas en direction du collège. Cependant, lorsque la nuit est tombée et que le garçon n'était toujours pas rentré de l'école, la famille a commencé à s'inquiéter. Vers 9 heures du soir, sans aucune nouvelle de sa part, ils se sont rendus au commissariat. Malheureusement, comme cela arrive encore assez souvent dans certains endroits, les autorités n'ont pas accordé beaucoup d'importance aux témoignages des parents. Ils ont affirmé que Diego pouvait être dehors avec une fille, qu'il reviendrait bientôt et qu'il s'était écoulé un peu plus de 3 heures depuis la fin des cours. Pour eux, il n'y avait pas de raison d'être aussi inquiets. Ainsi, ils ont été invités à attendre. Sachant que Diego n'avait pas ce genre de comportement, la famille a refusé d'accepter cette supposition et s'est retrouvée seule à la recherche du jeune homme. Ils ont cherché dans le quartier et n'ont pas pu aller à l'école car elle était déjà fermée. Cependant, lorsqu'ils ont finalement réussi à contacter l'un des camarades de Diego, ils ont reçu une information inquiétante. Le garçon n'était pas allé à l'école ce jour-là, ce qui rendait la situation encore plus préoccupante, car s'il n'était pas arrivé au collège, cela signifiait qu'il pouvait être porté disparu depuis bien plus longtemps. Même sans le soutien de la police et sans moyen de diffuser largement la disparition, les membres de la famille ont réalisé des centaines d'affiches avec sa photo et ses informations, qui ont été distribuées partout où cela était possible. Mais aucune piste majeure n'a été identifiée. La police a de nouveau été appelée le lendemain, et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'elle s'est engagée à aider, mais rien n'a été trouvé.
Diego a disparu sans laisser la moindre trace et l'angoisse ressentie par la famille a persisté pendant des années. En 1986, un magazine argentin a publié un article sur l'affaire et il a interviewé Monsieur Juan, le père du garçon, qui a raconté qu'il gardait l'espoir de retrouver son fils. Juan parcourait les rues de Buenos Aires à vélo, menant des recherches et distribuant des prospectus sur la disparition. Il notait chaque détail, même le plus petit, créant ainsi un journal du combat de sa famille. Juan a également commencé à participer à des groupes de familles ayant des proches disparus. Lors de ces rencontres, les gens discutaient et essayèrent de comprendre ce qui était arrivé à chacun. Dans le cas de Diego, la théorie la plus acceptée parmi eux était que, comme d'autres enfants, il aurait pu être enlevé par un groupe criminel impliqué dans la traite d'êtres humains à des fins sexuelles ou pour le trafic d'organes. Une autre hypothèse suggérait que Diego aurait pu être affecté par la dictature militaire. Cependant, cette théorie posait un problème, car la dictature en Argentine avait pris fin 7 mois avant la disparition. Ainsi, bien que certains aient avancé cette supposition, probablement en raison de la souffrance qu'ils avaient eux-mêmes déjà endurée, cette théorie était la moins crédible. La famille s'est gardé le même numéro de téléphone et, pendant longtemps, a choisi de ne pas déménager. Ils ont gardé et entretenu la moto de Diego, exactement comme ils l'avaient laissée, car, en plus de pouvoir recevoir d'éventuelles informations sur le jeune homme, ils gardaient encore l'espoir que le garçon lui-même puisse entrer par la porte d'entrée à tout moment et reprendre la vie qu'il avait toujours eue, ce qui n'est jamais arrivé. 7 ans après la disparition et toujours sans réponse, Juan poursuivait sa recherche inlassable. Le 10 décembre 1991, comme il le faisait habituellement, il est sorti avec son vélo pour une de ses recherches, mais malheureusement, un accident a interrompu ce parcours. Juan a été percuté par une camionnette et est mort sur le coup. La famille qui vivait déjà la douleur d'avoir un proche disparu, devait maintenant affronter ce deuil douloureux. Les années ont de nouveau passé, Dona Irma a vieilli, les frères et sœurs sont devenus adultes, et aucune piste sur la localisation de Diego n'apparaissait. Jusqu'à ce que, plus de 40 ans plus tard, le mystère de sa disparition soit enfin résolu. Lorsque par hasard, des effets personnels, comme des vêtements et surtout la montre avec calculatrice intégrée, ont été retrouvés enfouis dans le jardin d'une zone résidentielle. En mai 2025, une nouvelle a attiré l'attention de toute l'Argentine. Un squelette a été retrouvé dans le jardin d'une maison à Coglan, Buenos Aires, où près de 10 ans auparavant avait vécu un musicien très célèbre du pays, nommé Gustavo Adrián Cerati. Gustavo était décédé en 2014, victime d'un accident vasculaire cérébral. Les médias ont largement relayé l'histoire des ossements découverts derrière la maison, avant d'être démentis par la famille de Gustavo. Les autorités ont précisé publiquement que la maison où il avait vécu était en fait voisine du lieu de découverte des ossements. Et ils ont expliqué précisément les circonstances de la découverte. Une équipe a été engagée pour démolir le bâtiment où vivait Gustave afin de libérer de l'espace pour une nouvelle construction. Alors, au moment où ils enlevaient déjà une partie du sable du sol, un morceau du terrain du voisin est venu avec. Et, à ce moment-là, l'un des ouvriers a remarqué qu'au milieu de tout cela, il y avait des ossements. Au début, il a pensé qu'il s'agissait d'un animal, mais en regardant attentivement, il a remarqué qu'il y avait des morceaux d'un crâne humain là. Les travaux ont été interrompus et l'entreprise a appelé la police pour vérifier. Les policiers ont sollicité la police scientifique. Environ 150 fragments d'os ont été retrouvés, ainsi que quelques objets, comme une cravate, un porte-clés, des morceaux de cuir qui sembleraient provenir d'une chaussure, des chaussettes, une pièce de monnaie, une montre et des vêtements. Les restes mortels ont été recueillis et emmenés pour des examens en laboratoire. Il a été déterminé que tous les os appartenaient au même corps. Grâce à des analyses acides désoxyribonucléiques, il a été conclu que les ossements étaient là depuis des décennies. Qu'il s'agissait d'une personne de sexe masculin, mesurant plus d'1,70 m, jeune, âgé de 15 à 20 ans.
Le fait que certains os présentaient bientôt des coupures et des fissures indiquait que ce corps appartenait à quelqu'un qui avait subi des coups violents avec de multiples blessures causées par un couteau. De plus, il y avait des points spécifiques sur certaines articulations où les experts ont découvert que quelqu'un avait tenté de démembrer des parties du corps, ce qui montrait clairement qu'il s'agissait d'une dissimulation de cadavre. Et évidemment, comme il n'y avait que des os, il n'a pas été possible de déterminer la cause du décès. En raison de la première information selon laquelle les ossements se trouvaient dans la maison où Gustave avait vécu, les médias ont commencé à couvrir l'affaire en détail, et les autorités ont publié des photos des objets personnels retrouvés près du corps. Grâce à cette diffusion, un neveu de Diego, qui connaissait l'histoire de la disparition dans les années 80, a vu le reportage. Et il a montré cela à d'autres membres de la famille qui ont été choqués en voyant la photo de la montre. Un modèle Casio avec calculatrice intégrée, exactement comme celui que Diego portait lorsqu'il est sorti de chez lui pour la dernière fois. La cravate était également du modèle porté avec son uniforme scolaire. Le cuir des chaussures ressemblait à celui qu'il portait, et le porte-clés orange qu'il avait était identique à celui retrouvé sur place. La famille a rapidement contacté les autorités. Un échantillon génétique a été prélevé sur un membre de la famille pour un test acide désoxyribonucléique dont le résultat s'est avéré positif. Ainsi, après 40 ans de recherche, Diego Fernandez avait été officiellement retrouvé. Pas de la manière dont tout le monde l'aurait souhaité, mais une partie de ce mystère qui, pendant des décennies, a tourmenté la famille, a pris fin. Et savez-vous qui est le propriétaire de la maison voisine où les ossements ont été retrouvés ? Exactement. Norberto Christian Graf, le même camarade de classe de Diego des années 80. Et il convient de souligner quelque chose de très important. Les employés de l'entreprise avaient signalé à la police qu'au début des travaux d'excavation, l'habitant de la maison voisine, en l'occurrence Norberto, semblait un peu préoccupé par les travaux. Il a dit aux ouvriers de ne pas couper l'arbre qui se trouvait sur son terrain, mais cette demande a paru étrange, car l'arbre ne faisait pas partie du terrain du chantier. Avant d'appeler la police, Norberto a dit que ce n'était pas nécessaire, puisque les os étaient probablement ceux d'animaux, ou bien qu'ils pouvaient provenir d'une église voisine qui autrefois enterrait des gens à l'arrière de ses bâtiments. Mais cette deuxième excuse ne semblait pas convaincante, puisqu'aucun cercueil n'avait été retrouvé, malgré les soupçons pesant sur Norberto. Malheureusement, selon les lois argentines, le crime échouant déjà prescrit, car là-bas le délai de prescription pour un homicide non résolu est de 15 mois. Cependant, comme les ossements ont été découverts en 2025, il peut encore être inculpé pour dissimulation de cadavre ou, au moins, pour obstruction à la justice, parce qu'il savait probablement, au moins, l'existence de ces ossements sur son terrain et n'a jamais rien signalé aux autorités. Comme la découverte des ossements est récente, l'enquête est toujours en cours, car, malgré les soupçons pesant sur Norberto, de nombreuses choses restent à comprendre. Il n'existe aucune preuve concrète qu'il soit responsable de la mort de Diego, qu'il ait placé les ossements là ou même qu'il était au courant de tout cela. Et celui qui a ôté la vie du garçon, très certainement, ne recevra aucune sanction légale pour ce crime, en raison de la prescription. Je reviens ici à ma réflexion du début de l'épisode. La police aurait-elle pu retrouver Diego si elle avait agi plus tôt ? Lorsque la confirmation de l'identité de la victime est arrivée, Javier, son frère très ému, a fait une déclaration à la presse dans laquelle il a dit ce qui suit. « J'ai ressenti colère, impuissance, tristesse, mais aussi joie. Parce que nous avons retrouvé mon frère et maintenant nous pourrons lui dire au revoir, honnêtement, avec les funérailles qu'il mérite. Cette histoire a eu non seulement une, mais plusieurs victimes. La famille, qui a porté cette angoisse pendant 40 ans, le père qui est décédé en cherchant son fils, et Diego lui-même qui, même si nous ne savons pas encore comment tout s'est passé, repose aujourd'hui en paix dans un endroit où il peut désormais être visité.